jamais je ne partirai. Pour moi, c'était impensable. C'est la raison pour laquelle tu n'as jamais envisagé de refaire un Ledger bis, mais dans une autre boîte? Je me dis, ah non, je ne veux pas revivre ça. C'était trop dur, trop dur. J'avais plus d'agenda, plus rien, plus de pression, rien. Tu vois, terminé. Messieurs, bonsoir, bienvenue Bonsoir. sur ce podcast Mage, dans lequel on va aborder une thématique qui touche tous les entrepreneurs, la prise de décision et l'optimisation des prises de décision. Pour en parler ce soir, j'accueille Éric Larchevêque. Bienvenue. Ouais, la prise de décision, ok, super. Voilà, on sort d'un autre podcast dans lequel on a abordé l'expatriation, on a éteint les lumières derrière, et donc voilà, Romain, je te laisse te présenter, bienvenue chez Mage. Bonsoir Maxime, donc je me présente, je m'étais présenté avec le précédent podcast. Donc rapidement, je suis entrepreneur depuis 5 ans, 2019, et j'ai monté à la base un centre de formation pour former les joueurs de poker, parce que j'étais joueur de poker professionnel pendant plus de 10 ans, et je me suis converti dans l'entrepreneuriat, et là ça fait 2 ans maintenant que je me suis spécialisé justement dans l'aide à la prise de décision et la résolution de problèmes, et donc je mentor les entrepreneurs qui ont l'ambition d'atteindre des objectifs assez élevés. On est vraiment positionné dans le but, parce qu'évidemment, c'est une démarche de devenir performant, vraiment, donc dans le but d'atteindre des objectifs ambitieux, quoi. Voilà, et donc je fais ça depuis 2 ans, et je suis donc passionné par la prise de décision, et j'ai bien l'intention, pendant tout ce podcast, de challenger Éric, de te challenger aussi, Maxime, Super. pour voir ce que vous avez dans le ventre concernant ce sujet-là. Et ouais, moi je suis très heureux de vous accueillir tous les deux. Alors au-delà de ce podcast, hein, on organise un mastermind, Mage, dans lequel vous allez intervenir tous les deux. Ce mastermind, il met en valeur principalement Éric, hein, qui nous fait le plaisir de venir Ah ouais, c'est normal. à Dubaï. Non, mais concrètement, mais moi j'avais eu la déconner non chance plus. d'être en tout cas conseillé également par Romain cet été. Et moi j'ai beaucoup aimé ton approche, en tout cas dans le conseil. Je ne me considérais pas coachable. Et c'est vrai que ton approche de... en tout cas, j'ai eu la sensation de garder vraiment le contrôle sur ma vision, etc. Et que tu m'aidais un petit peu à aller à améliorer ma prise de décision. Je précise que tu m'avais prédit certaines choses que je n'ai pas du tout appliquées. Je paye très cher ces choses-là aujourd'hui. Parce que bah voilà, concrètement, tu avais réussi à toucher du doigt certaines choses dans ma société. Donc en tout cas, je suis convaincu par ce que tu fais. Je suis très heureux de pouvoir indirectement, à travers ce podcast, mettre en valeur ton travail et aujourd'hui ta passion au-delà de ça. Et je sais que de ce que j'ai pu voir, en tout cas, et comprendre, ce qui est génial, c'est que vous avez deux approches un petit peu différentes dans la manière peut-être d'aborder des prises de décision, de façon peut-être intuitive, moins. Et ça va être génial de pouvoir aborder ce sujet. Romain, à toi. Bah, justement, c'est une première question qui me paraît naturelle, Éric, parce qu'on commence à discuter depuis quelques heures maintenant. Et ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui fait qu'au final, c'est un sujet sur lequel tu t'es pas vraiment attardé, ou que c'est pas, en tout cas, un sujet fondamental en soi dans l'entrepreneuriat. Parce que, évidemment, moi, je suis biaisé parce que c'est quelque chose que je trouve ça passionnant. Et comme je te le partageais tout à l'heure, quand on sait le nombre de décisions qu'on prend par jour, le fait aussi que, en tant qu'entrepreneur, une mauvaise décision peut être catastrophique et peut amener malheureusement à la destruction de énormément de travail. Heu, Qu'est-ce qui fait que c'est pas quelque chose que tu as priorisé, ou même essayé de conscientiser, De de théoriser, quoi, structurer? Ouais. parce que tu dis qu'une mauvaise décision peut détruire plusieurs années de travail. Moi, je pense que c'est l'absence de décision qui peut détruire plusieurs années de travail. Et je pense que le pire pour un entrepreneur, c'est de ne pas prendre de décision. C'est ça le vrai ennemi. Tu vois, c'est pas forcément de prendre la mauvaise décision. Le problème, c'est de pas prendre de décision. Et donc de pas être dans l'action, de retarder. Et moi, j'ai toujours eu une approche et un discours qui est d'être dans l'action, de ne pas trop réfléchir, de pas trop se poser de questions, et donc d'être très instinctif. Et on a tous les deux joué au poker. Et toi, tu avais sûrement une approche assez analytique, j'imagine, des choses. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui permettent de prendre la décision. Mais moi, j'ai toujours suivi une sorte d'instinct qui peut-être, au final, prend des décisions basées sur de l'analytique et je m'en rends pas compte. Mais j'ai toujours poussé l'action, la décision. Donc, pour moi, la décision, elle est importante, hein. Je dis pas que ça n'a pas d'importance. Mais
la théorie, en tout cas, sur la prise de décision, n'est absolument pas n'est absolument pas un sujet sur lequel je me suis intéressé. Et je trouve ça marrant qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à ça et qui le théorise. Et je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes à dire. Mais en tout cas, moi, je suis plutôt le genre de personne à dire qu'il faut mieux avoir des remords que des regrets et que mieux vaut prendre une mauvaise décision que pas de décision. Voilà, c'est comme ça, en fait, la manière dont je vois les choses. Ok, et si je te dis que, en fait, ça n'existe pas de ne pas prendre de décision. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux monter une entreprise, donc tu as la décision de le faire ou pas, ne pas le faire, donc être dans l'inaction, c'est une décision. Je prends la décision de ne rien faire. Bah, sauf qu'on n'a pas l'impression de prendre cette décision. Il y a énormément d'entrepreneurs qui stagnent parce qu'ils ne prennent pas de décision, parce qu'ils pensent toujours être dans la réflexion, de se poser des questions, de savoir est-ce que je le fais comme ci, est-ce que je le fais comme ça. Alors, effectivement, si le fait de ne pas prendre de décision est une décision, bon, je n'ai pas l'impression que, en tout cas, c'est soit une décision conscientisée. C'est-à-dire qu'ils sont en indécision, en ce qui me concerne. Après, est-ce qu'ils ont pris la... Je ne crois pas qu'ils aient pris la décision de ne pas prendre de décision. En tout cas, ils ne se rendent pas compte. Et c'est justement ce qu'il faut casser. Et c'est justement l'aspect que j'essaye de travailler, de les renvoyer dans l'action. Et un entrepreneur qui se dit « Ok, je veux créer une boîte, qu'est-ce que je dois faire ?» Puis dans 3 mois, il se pose toujours la même question. Bah, pour moi, c'est clair, ce n'est pas un entrepreneur. Et donc, peut-être qu'il a pris la décision de ne pas être entrepreneur, mais en tout cas, il ne le sait pas. Ou il a pris la décision d'attendre ou de décaler sa prise de décision. Oui, mais en tout cas, il ne le sait pas. Il croit être toujours d'être dans l'action, il croit faire quelque chose. Et je ne pense pas qu'il se dise « J'ai fait un choix conscient de ne pas avancer parce que je n'ai pas encore réponse à mes questions. » Je pense qu'ils se disent « Je veux avancer, mais je n'ai pas de réponse à mes questions parce que je me pose trop de questions et donc à la fin, je n'avance pas. » Et moi, souvent dans mes coachings, j'arrive, et c'est plutôt une approche radicale, de dire « Arrête de te poser des questions, fais quelque chose. Peu importe ce que tu fais. Donc, tiens, tu veux te lancer, ok, tu avais pensé à quoi? Fais ça. Tu vois, ça fait 3 mois là que tu tournes en rond à pas savoir. Tiens, tu prends la première idée et tu la fais. Et on se reparle après, mais en tout cas, tu fais quelque chose parce que sinon, ça ne sert à rien. » Donc là, tu es en train d'évoquer le fait de prendre des décisions. Oui, Faire. mais c'est ça. C'est la décision. Non, mais d'accord, je ne dis pas que la décision n'existe pas. Je dis juste que le fait de mieux vaut prendre une mauvaise décision que de ne pas prendre de décision. Okay, tu vois, ce qui n'est pas exact. Alors que peut-être toi, tu exprimais le fait de se dire attention, une mauvaise décision, c'est dangereux. Donc, il faut bien réfléchir à bien prendre la bonne décision. Et moi, je dis que vouloir prendre la bonne décision peut amener à ne pas de décision du tout. Parce que dans l'entrepreneuriat, le mieux est l'ennemi du bien. D'accord. Donc, c'est simplement que ton positionnement est... C'est peut-être sémantique, hein, mais... est lié sur le fait de mieux vaut prendre une décision, quelle qu'elle soit, plutôt que de ne pas en prendre et d'être dans l'attente. Oui. Tu as déjà entendu justement des grands entrepreneurs, je ne sais pas si tu es consommateur de contenu, sur justement leur positionnement et ce qu'ils en pensent de la prise de décision? Non, j'écoute jamais de... T'écoutes pas? Rien. Tu vois, par exemple, je te partage justement, enfin, je vous partage, hein, Maxime aussi, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Bezos, sur la prise de décision, il dit si vous pouvez faire des décisions de haute qualité rapidement, vous serez un excellent leader. Donc, il associe avec le leadership. Oui, c'est pas Il y a faux, je pense. une notion de rapidité dans la prise de décision. Ouais, alors c'est une chose de prendre des bonnes décisions, c'en est une autre sur la temporalité, parce qu'effectivement, si on met 1 an pour prendre la décision d'entreprendre, c'est sûr que si tu es capable de prendre les super et bonnes décisions très rapidement, oui, c'est un peu... c'est pas... Ouais. Oui, tu veux de ces bateaux, c'est ça que tu veux dire? Oui, non, oui, effectivement, mais bon, ça me fait pas tomber de ma chaise. Alors attends. Ok, d'accord. Il y a une suite. Ouais, mais je t'en partage plusieurs. Ray Dalio, tu vois qui c'est? Non. Tu vois qui c'est, Maxime? Ray Dalio, c'est un investisseur connu qui a écrit certains ouvrages, dont un que je trouve incroyable qui est Principles. Il écrit les principes d'état d'esprit d'entrepreneur extrêmement, enfin en gros, il partage les raisons pour lesquelles il estime qu'il a réussi, dont l'un de ses principes les plus importants qu'il évoque, qui est être radicalement ouvert d'esprit. Donc ça fait écho à être coachable, la coachabilité, et la capacité de se remettre en question, évidemment. Il évoque la prise de décision en disant « La qualité de votre vie est déterminée par la qualité de vos décisions. » Non. Attends. Ouais, mais justement, alors je suis d'accord avec toi, mais là, tu es en train de faire le constat... Non, mais il a ajouté quelque chose. oui, je te donne la synthèse.
Musk évoque, sur la prise de décision, il dit: «Il est essentiel de poser les bonnes questions pour trouver des solutions radicales». Alors ceux qui connaissent en Oui, fait c'est Ah, vrai. ouais, Là, déjà, c'est un peu ouais. plus pensé. C'est-à-dire qu'il faut se poser les bonnes questions, en tout cas, parce que la mauvaise question amène à la mauvaise décision, probablement. ouais il est assez connu pour, le concept, de first principles thinking. Je sais pas comment on dirait ça, hein. Principe, 1 de pensée et c'est comme ça qu'avec, Tesla, par exemple, il est parti dans une démarche différente qui est que Tesla pardon, enfin oui, il faut remarquer ça SpaceX, Tesla aussi ça marche, mais SpaceX, sur le fait que les fusées étaient possiblement réutilisables et non jetables, contrairement à ce qui se faisait avant. Donc de penser différemment, que le marché. Donc ouais, effectivement, moi je trouve que ce qu'ils disent, ça va de sens, c'est logique, tout le monde pourrait le dire. Et c'est pour ça aussi que moi ça m'a marqué, c'est que c'est évident, logique, on peut l'entendre de partout, mais pourtant, qui aujourd'hui a une démarche proactive dans l'idée d'améliorer sa capacité de prise de décision? Et donc par conséquent, d'avoir la possibilité de se donner les moyens d'atteindre ses objectifs? Bah, tant que réfléchir sur la décision permet à la fin de prendre une décision, et que c'est le but, c'est plus de théoriser la prise de décision pour pouvoir prendre des décisions et pas forcément complexifier un système d'analyse qui amène à pas de décision, Mmh. moi, ça me va. Alors c'est quoi justement comment tu modéliserais ta façon de prendre des décisions, Eric? C'est quoi les étapes qui t'amènent à prendre une décision? Bah, j'imagine que, il y a d'abord même, si je m'en défends, un peu une réflexion. C'est-à-dire qu'à un moment, ouais, je dois me dire: «Tiens, qu'est-ce que je veux faire?» Enfin, il y a forcément une question, un questionnement qui est là et le moi, je sais que dès que je suis face à une problématique, tu vois, qui doit amener une prise de décision, parce que, bah, ça va très vite. Donc en fait, je pense que l'aspect premier, c'est la temporalité. Donc Donc tu te fais confiance déjà. oui. Donc je veux dire, c'est venu, aussi avec ton expérience Bah, c'est-à-dire entrepreneuriale. que Mais aujourd'hui, je je sais ouais, en fait, quand à un moment je suis face à un problème et que donc oui, je dois prendre une décision et qu'en tout cas, je dois faire quelque chose et donc prendre une décision, en général, ça va très vite et je prends ma décision donc de manière à peut-être instinctive, un peu, à l'emporte-pièce en me disant: «Ouais, ça doit être ça» et je le mets en application immédiatement et mais si ça marche pas, je pense que je fais autre chose. Mais en tout cas, j'ai jamais eu l'impression dans ma vie d'avoir un processus conscient de prise de décision. Tu vois, pour répondre à ta question, j'ai jamais fait de ma vie un tableau avec marqué, les pour, les contre, par exemple. Tu vois? Je sais pas, Et pourquoi? pourquoi je ferais ça? Dans le but, de justement comme par exemple, je te donne un exemple dans l'entrepreneuriat, hem, à partir du moment où on cherche, à scaler sa boîte et partir en croissance, voire en hypercroissance, il y a une vocation à vouloir automatiser, processer, standardiser, et donc on modélise. Donc pourquoi ne pas le faire aussi dans la prise de décision? Pourquoi pas, oui, mais pourquoi je le ferais? C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'imagine que tu dois non, mais j'imagine si demain, par exemple, je me disais: «Tiens, je vais faire du sport, je vais aller à la salle», ce qui risque pas d'arriver. Je suis d'accord que je prendrais un coach qui m'expliquerait comment faire des mouvements pour pas me blesser, Mmh. tu vois? Parce qu'il y a donc, la nécessité de faire les choses bien. Je suis d'accord et donc probablement dans la prise de décision, il y a la nécessité de faire les choses bien et donc d'avoir un modèle et moi, ça me fait chier. Enfin, ça m'emmerde. Tu vois, si je dois sortir un Excel et commencer à taper des trucs, à faire des schémas, euh, alors que j'ai déjà la réponse, tu vois, parce qu'immédiatement, souvent, j'ai la réponse, je ressens pas le besoin de trouver une raison logique ou d'expliciter la raison pour laquelle je prends cette décision. Tu vois? OK. Alors je vais t'expliquer pourquoi, hem, j'en suis amené à l'avoir, modélisé et développer une méthodologie puisque, c'est assez récent. Je l'ai fait de manière intuitive pendant plus de 10 ans et la raison à ça, c'est quand j'ai commencé à mentorer des entrepreneurs, j'ai justement, identifié des, tendances communes générales globales que je retrouvais chez tous les entrepreneurs sur, des dysfonctionnements dans leur prise de décision et du coup, j'ai essayé de comprendre justement pourquoi ils avaient ces dysfonctionnements-là et j'ai essayé de réfléchir à Qu'est-ce que tu appelles un dysfonctionnement dans une prise de décision? Prendre une mauvaise décision. Mais c'est exactement. quoi une mauvaise décision? Bah, c'est une bonne question. Alors avant que je partage mon avis,
Je vous laisse la main. C'est quoi pour vous une mauvaise décision, Maxime? Moi, je pense pas qu'il y a des mauvaises décisions, puisque, en tout cas, il n'y a que de l'expérience entrepreneuriale. La décision que j'ai pas prise il y a quelques mois, que j'aurais pu voir plus clairement, aujourd'hui, elle m'emmène à une solution, je veux dire, tout est clair, limpide et autres. Et donc, elle fait partie aujourd'hui de mon chemin entrepreneurial. Pour moi, il n'y a pas vraiment de mauvaises décisions. J'ai pris des mauvaises décisions, mais c'est ce qui fait que 3 mois après, je sais exactement que cette décision-là, elle diffère de par mon expérience. J'ai un côté qui sera. Ouais. Je pense qu'une mauvaise décision, c'est une décision dont on sait a posteriori qu'elle n'a pas amené les résultats souhaités. Tu vois, et donc peut-être ça a détruit de la valeur, mais on ne le sait qu'à posteriori. Ça, c'est Ouais. marrant que tu dises ça en ayant joué au poker. Parce que justement, au poker, je sais pas si tu sais, on cherche à justement détacher la décision du résultat, puisque tu peux très bien prendre une bonne décision Oui, et avoir un mauvais résultat. Oui. Voilà. Oui, alors là, je te parlais dans un aspect plus Ouais, mais là, c'est un peu entrepreneurial, mais pareil. effectivement, oui. Mais en tout cas, ce serait ma définition. Tu vois, tu m'as demandé la définition Ouais, à ok. chaud. Mais c'est vrai que je suis d'accord qu'en poker, tu prends des décisions qui sont des bonnes décisions et qui amènent à un mauvais Mm. résultat parce que tu as eu la mauvaise carte et donc c'est la variance qui fait que sur le long terme, tu Ouais, là, c'est tu vas pareil. Tu vois, gagner. genre, tu peux prendre la bonne décision de venir à Dubaï, t'expatrier, et par exemple, parce que c'est le meilleur endroit pour monter ta société, et 2 semaines plus tard, tu as une nouvelle loi qui change tout, et ça Ouais, ou un casse ta... tremblement de terre. Ouais. Mais c'est pour ça que tu ne peux le savoir qu'à posteriori. Oui, mais là, ta décision peut être bonne, Oui, et mais d'accord, t'es mais, pas mais dans c'est ton... pour ça que je dis qu'il n'y a pas de mauvaise décision. Ok. Tu vois, et qu'en fait, tu peux trouver une définition si tu Mhm. veux, mais pour moi, ça n'a pas un sujet. Tu vois, c'est au moment où tu prends ta décision, bah, tu fais un choix. Et après, est-ce que ce choix, est-ce qu'il est bien. Tu peux, a posteriori, faire le bilan. Tu te dire, ah, j'aurais pas dû venir à Dubaï parce que sinon ma famille serait pas morte dans l'incendie de la tour, tu vois. Euh, et bah, tu ne pouvais pas le savoir, tu vois. Et donc, tu peux le regretter, effectivement. Mais bon, comment tu aurais pu le savoir, tu vois? Alors pour moi, il y a plein de manières de prendre des mauvaises décisions, et je vous le partage et je vous laisserai commenter. Une mauvaise décision, déjà, dans un premier temps, c'est quand la décision est décorrélée de l'objectif. Prenons un exemple concret. La personne dit je veux être millionnaire, et dans sa décision, donc ça, c'est son objectif. Et elle se dit, je vais devenir entrepreneur. Et ça pourrait être ça, ou Ouais, ça c'est pourrait sûr être que. je vais rester salarié, caissier au supermarché. Voilà. Donc, on est d'accord qu'elle seule pourrait pas obtenir cette réponse et cette optimisation de décision. Ça Ouais, requiert mais en tout cas ce coaching, entre guillemets, cette confiance avec une personne qui. Parce qu'elle seule pourrait pas là, c'est un peu un exemple par l'absurde. Parce que quelqu'un qui dit je veux devenir millionnaire et qui dit donc, en toute conscience, il dit donc je vais devenir caissier, là, c'est qu'il y a un problème cognitif. Alors, Ouais, j'étais un c'est peu pas le loin meilleur sur, exemple. peut-être sur Mais l'exemple. moi, ce que j'allais dire, en fait, c'est quelqu'un qui se dit je vais être millionnaire, donc je deviens entrepreneur. Pourquoi est-ce que je suis arrivé à cette décision en me disant que c'est absurde? C'est qu'en fait, c'est prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire que tu ne deviens pas entrepreneur pour devenir millionnaire. Donc, tu ne pourras jamais devenir millionnaire. Tu vois, parce que ce ne sont pas les bons ressorts justement de motivation, etc., qui vont faire qu'un jour, tu pourras réussir. Et donc, c'était plus pour ça que j'allais dans ce sens-là. Ouais, donc là, tu fais référence aux raisons. Et Oui, donc, ça oui, peut oui, aussi être mais des mauvaises décisions. C'est-à-dire que moi, ça fait partie justement de ma première étape sur la prise de décision. Puisque la prise de décision, c'est forcément lié à la résolution de problème. On prend une décision pour résoudre un problème. La première anomalie que j'ai identifiée, c'est se tromper de problématique. De problème. On en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que on pense que notre problème pour atteindre notre objectif, par exemple, c'est très souvent, c'est lié, on veut faire de la croissance, on veut développer sa boîte et donc on veut acquérir des nouveaux clients. On pense que pour acquérir des nouveaux clients, par exemple, il va falloir créer du contenu. Alors que peut-être que notre problématique, c'est pas acquérir des clients, c'est déjà répondre à un besoin du client. Parce que si on n'a pas de produit en adéquation aux besoins, ça marche pas. Donc ça, c'est là, un je suis premier... d'accord. Ouais, si tu te trompes de problème, tu te trompes de solution. Voilà, donc moi, la première étape que j'ai, c'est justement aller identifier l'origine de la problématique. Et donc se concentrer sur le vrai sujet. Ce qui est une méthodologie. Et ça marche Ça me va. Ça te va? Ok, ça te va, Maxime? Ça me va. Donc pour moi, ça, c'est assez rigolo parce que je le fais maintenant depuis 2 ans. 100% du temps, en challengeant la personne, on réussit à monter plus haut que la problématique que l'entrepreneur me partage. Ça, je trouve ça assez passionnant.
Et je pense que dans tous les cas, on pourrait même à l'infini, globalement, toujours aller un peu plus loin, mais évidemment, il faut bien s'arrêter à un moment donné et réfléchir à aller le plus loin possible dans cet axe-là. Un exemple concret que j'ai régulièrement, c'est sur le recrutement, parce que c'est quand même un sujet assez difficile, le recrutement, trouver les bonnes personnes, déléguer. Et très souvent, la problématique, c'est ah bah la personne a mal fait son travail, du coup, on s'est planté de recrutement. Alors que ça pourrait être plein d'autres raisons qui justifient que cette personne ait mal fait son travail, mal exécuté. Ça peut être du management, mais ça peut être aussi un choix sur la méthodologie de recrutement. Comment la personne s'y est prise, comment l'entrepreneur s'y est pris pour recruter. Et assez souvent, je me retrouve confronté justement en investiguant sur la problématique à m'apercevoir qu'en fait, il n'y a pas de process de recrutement. Mais en plus de ça, il n'y a pas de compréhension et de connaissance réelle sur comment recruter efficacement. Et la raison à ça, c'est que la personne ne prend pas d'initiative sur le fait d'améliorer ses compétences entrepreneuriales qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs. Et donc là, l'origine du problème assez récurrent, c'est avoir une démarche de « je ne sais pas faire quelque chose, je cherche à apprendre à savoir faire Ok. ». Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est très pragmatique et logique. Ouais. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Ouais. Pourtant, la majorité des gens n'ont pas cette démarche-là. Ah non, mais ça, c'est sûr. Tout à fait. Alors après, peut-être que toi, tu marquais de ça en appelant son processus de décision, mais à la fin, c'est une réflexion sur, sur les problématiques de l'entrepreneur. Et tu vois, si la réponse, c'est de dire, OK, va te renseigner et entoure-toi, tu vois, pour pas faire de conneries. OK, tu peux dire que tu travailles la prise de décision, mais en réalité, tu lui dis de s'entourer, tu vois, pour effectivement mieux prendre une décision. Mais pour moi, là, on n'est pas au cœur de la prise de décision. Tu es au cœur de la problématique. Ah, tu es au cœur de la problématique. Mais tu n'es pas obligé de t'entourer, tu peux te former tous aujourd'hui. Oui, OK. Accéder à comprendre comment fonctionne un système de recrutement, c'est un choix de le faire avec quelqu'un. Oui, quand je dis que tu t'entoures, c'est OK, tu vas sur YouTube, tu écoutes quelqu'un, tu lis un bouquin, tu utilises des outils mais en tout cas, avant d'arriver à ChatGPT, tu as peut-être quelqu'un te l'a dit, donc il y a quand même une démarche de toute façon à la base qui est de s'entourer d'une manière générale pour d'apprendre. Voilà, appelons ça de l'apprentissage et de l'expérience, mais qui te permet ensuite d'être un meilleur entrepreneur et de pouvoir mieux faire ton boulot. Mais pour moi, c'est pas on n'est pas sur le tableau de les pour, les contre. Tu vois, on n'est pas au cœur d'une décision et de se dire, OK, est-ce que je dois faire A, B, C ou D? Là, c'est plutôt dire, attends, non. Là, tu es en train de te poser des questions, mais en réalité, tu ne peux pas savoir si c'est A, B, C ou D parce que tu as E, F, G, H que tu ne connais pas. Et donc, d'abord, va apprendre, deviens une meilleure personne, un meilleur entrepreneur, apprends des trucs. Et donc, ça va te débloquer des capacités de pouvoir prendre des décisions différemment parce que tu auras plus de connaissances. Peut-être qu'à la fin, on revient au même et que c'est juste une question d'exprimer les choses d'une façon différente, mais... Et alors, il y a un deuxième point aussi sur le choix de la problématique que j'ai constaté, c'est le fait de le formaliser de questions ouvertes, parce que majoritairement, et c'est humain, on a appris aussi, on est né là-dessus, à fonctionner par des problématiques fermées. Est-ce que je dois recruter Jean ou pas? Est-ce que je dois mettre en place un pôle marketing ou pas? Et le fait de se forcer à avoir une problématique ouverte, par exemple, comment mettre en place un système de marketing efficace, ouvre le champ des possibles et maximise la probabilité d'envisager un ensemble de solutions qui soient en adéquation avec l'objectif recherché. Et pour l'avoir pratiqué régulièrement, ça a un effet vraiment conséquent. Je suis curieux de savoir justement, Eric, quel est ton avis là-dessus? Parce que tu es amené à être confronté avec de nombreux entrepreneurs. Tu as plus d'expérience que moi. Et quel est ton constat par rapport à ça et par rapport à cette typologie d'erreurs, de questions fermées et de réflexion justement sur l'origine de la problématique? C'est tout le cœur du problème et c'est tout effectivement le travail qui est fait de coaching au sein des masterminds que je fais, par exemple, où le but, c'est de vraiment comprendre la véritable problématique, de pouvoir prendre du recul afin de pouvoir sortir d'une question fermée, parce que si la personne arrive en se disant « est-ce que je dois recruter Pierre ou Paul ?» Souvent, ça va se terminer en disant « mais non, en fait, là, tu es en train de recruter quelqu'un qui va faire ta RH, alors qu'en fait, il faut que tu ailles chercher plutôt un DAF. » Donc, je suis d'accord que la nécessité de reformuler la problématique, de prendre de la hauteur
et de bien formuler les bonnes questions est essentiel. Et que c'est probablement ça qui permet à la fin de prendre les meilleures décisions. Parce que si tu arrives avec une décision à prendre qui n'est pas la bonne ou qui est hors sujet, ça va en aucun cas t'aider. Donc oui, là-dessus, sur ce point-là, je partage complètement ton analyse. En gros, ta proposition de valeur, c'est un peu être en amélioration constante, un petit peu comme si on était dans un mastermind en permanence, où on a cette relation de confiance avec une personne, en l'occurrence, ça pourrait être avec toi, pour challenger ses idées. Bah, on peut le faire tout seul, c'est pas une obligation, hein, comme d'avoir une équipe. Moi, j'ai toujours fonctionné, enfin, j'ai toujours baigné dans le mentoring et dans le coaching parce que j'ai été sportif de haut niveau quand j'étais jeune, donc j'ai connu ce mécanisme-là. Mais au-delà de ça, moi, quand je prends mes décisions, bah, je suis plus souvent tout seul, confronté avec moi-même et j'ai pas forcément, je vois mes mentors, une fois Explique-nous, quand tu prends une décision, qu'est-ce qui se passe? sur la prise de décision. Alors aujourd'hui, c'est différent parce que maintenant j'ai une maturité qui m'a amené justement à le modéliser à la méthodologie. Mais Oui, justement, moi, avec ta méthodologie, justement, ouais, pour la première comprendre. chose que je fais, moi, je fonctionne par mind mapping, ouais, je suis désolé pour le côté anglophone, à cartographier mes problématiques. Et je réfléchis à justement à essayer de comprendre pourquoi ma problématique existe. En l'occurrence, je peux vous donner un exemple concret. Qu'est-ce qui fait que j'ai 100% de satisfaction client auprès des mentors, auprès des mentorés, des entrepreneurs, mais que certains ne donnent pas suite au bout d'un certain moment. On pourrait se dire, bah, tiens, s'ils sont ultra contents, bah, ils devraient rester. Et donc, bah, on pourrait se dire que la problématique, elle est liée au fait qu'ils m'auraient menti, ou ils oseraient pas dire quelque chose, ça pourrait être une hypothèse, ou on pourrait pousser la réflexion en disant, mais qu'est-ce qui fait qu'une personne continue? Et en l'occurrence, sur ce sujet-là, j'en suis amené à me dire que au final, on peut être très content de quelque chose, mais pas forcément considérer que la valeur justifie le montant auquel on est prêt à payer. Ou le temps, ou tout l'investissement à faire, quoi. Ou Ouais. parce que éventuellement, on n'a pas envie de progresser, d'apprendre, ou on pense qu'on a envie de quelque chose, mais on n'a pas envie de ça. Et donc, par conséquent, bah, je fais de l'investigation par moi-même et ce que j'aime bien faire, c'est que je me challenge et je me donne toujours la possibilité d'avoir 3 problématiques, différentes. C'est-à-dire, en gros, bah, est-ce que ça pourrait être, lié justement sur le fait que, la proposition de valeur est pas en adéquation avec ce que la personne recherche? Ça pourrait être aussi sur, la qualité, du service, et ça pourrait être aussi éventuellement sur le fait que c'est pas les bonnes personnes. Ça pourrait être aussi, Mais je m'adresse pas aux bonnes pourquoi personnes. 3? Enfin, tu te mets des choix fermés? Alors, la raison pour laquelle, je suis resté sur 3, c'est qu'il faut aussi avoir une certaine efficience. C'est-à-dire que si j'en prends 10, bah, ça prend plus de temps et du coup, là, on rentre dans ce que tu disais, Eric, sur le fait que, on a un ratio, qui est pas, adapté, à pouvoir prendre le temps, d'avoir une efficacité, qui soit pertinente. Donc je me donne une limite, en quelque OK. sorte. Donc c'est trouver le juste milieu. Mais après ça pourrait être 4, mais je pense pas pour l'avoir testé, je pense pas déjà 3 c'est déjà une bonne chose, ça c'est déjà bien On a déjà challengeant. trouvé 3 raisons Ouais crédibles qui et fonctionnent. différentes. Et différentes, oui, Ouais oui. et la deuxième difficulté que je trouve dans la prise de décision, j'aime bien fonctionner, désolé Eric, parce que maintenant je sais que effectivement tu fonctionnes intuitivement. J'aime bien fonctionner en équation. Pour moi, une prise de décision, c'est une équation. Je suis pas du tout alors d'ailleurs c'est rigolo, hein, je suis pas du tout, fan d'école, hein, j'ai un CAP pâtissier, donc je suis pas vraiment une démarche, scolaire. Pourtant j'aime bien ce côté logique, très concret et donc c'est pour ça que j'aime bien modéliser une prise de décision avec, des équations et alors des équations, très basiques, c'est-à-dire c'est quoi mes variables, c'est quoi mes éléments, mes facteurs dans ma décision qui vont me permettre d'atteindre l'objectif recherché. Exemple, si, ma problématique, c'est comment doubler la croissance de ma société, bah, c'est quoi les 3 variables, les 3 éléments, les 3 facteurs qui vont me permettre, de pouvoir atteindre cette croissance recherchée? Et dans, les anomalies, les dysfonctionnements dans les prises de décision que j'ai identifiés, il y a justement des erreurs de choix de ces variables. Parce que si on estime que la prise de croissance, elle va être faite, par exemple, par, avoir, une bonne comptabilité, et que c'est pas le cas, bah, du coup, on va se concentrer sur ce sujet-là et on n'aura pas de résultat parce que cet élément-là n'est pas directement corrélé avec l'objectif que je recherche de croissance. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bah, c'est du bon sens. Alors, justement, ça, c'est ma deuxième étape. C'est du bon sens et qu'est-ce que tu en penses, Eric, si
justement, on pouvait mettre en place une méthodologie comme ça pour essayer de cadrer et de faciliter la prise de décision auprès des entrepreneurs. Comment tu vois? Est-ce qu'il y a une recherche peut-être d'aller plus loin, c'est-à-dire, tu sais, cet adage de ce que je sais, c'est que je ne sais rien, ou même si on a beau se faire confiance par rapport à voilà, notre expérience, etc., c'est de se dire, je peux peut-être encore aller plus loin parce que de toute cette humilité, entre guillemets, de se dire, je vais aller chercher les variables que j'ai peut-être pas pour voir si c'est vraiment la meilleure décision que je peux prendre parce qu'il y a peut-être des choses dont j'ai pas eu accès. Est-ce qu'il y a un truc comme ça dans ton accompagnement, d'aller chercher voilà, ces variables qu'on ne pourrait pas faire tout seul? Bah, de toute façon, c'est pas une question d'être accompagné ou pas, hein. Tu peux même le faire en sparring partner avec des entrepreneurs. Le fait de te poser la question, ça va être de toute façon facilitant. Et il y a des variables qu'on connaît pas ou dont on n'a pas conscience, surtout les variables émotionnelles. Et on peut faire un petit exercice, hein, pour que ce soit plus concret, parce que j'ai tendance à aimer le conceptuel et donc Tu nous as préparé un exercice? alors non, je vais simplement faire quelque chose de très basique. C'est, quelles sont, les décisions que vous avez, en tête sur, les 12 derniers mois qui sont potentiellement des décisions, qu'auraient pu être meilleures? Ou qui sont même des décisions qui ont apporté des mauvais résultats? Ou pas le résultat, recherché? Aucune idée, parce que de toute façon, j'ai oublié. Tu passes à autre chose toi, Eric? Ah ouais, C'est genre, Moi, le passé, je regarde jamais. Donc, je sais pas. et auprès des personnes que tu coaches ou que tu advises, tu conseilles? Bah là, tu veux dire, si je regarde dans leur passé à eux et les Ou décisions qu'ils auraient ouais, pu prendre, ou même pour les aider à prendre des meilleures décisions après? non, bah là, j'ai pas de. Ouais, Ouais, c'est pas un sujet pour toi, c'est marrant. non. Et maintenant que j'en parle, sur l'idée des variables, parce que Bah, alors, en fait, ce que tu as dit, je pense qu'après, il y a une question sémantique. Parce que moi, ce que tu racontes là, pour moi, c'est pas de la prise de décision. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui est face à dire qu'est-ce que je prends comme décision. Non, pour moi, ça fait partie du travail normal, en fait, de l'entrepreneur, d'optimiser, de réfléchir et de mettre en place mmh, tu vois, des actions. Donc, tu vas me dire, ah ouais, mais si tu mets en place une action, c'est que tu as pris une décision. Mais donc, ce que toi, tu appelles de la prise de décision, tu vois, en mode, OK, je dois prendre une décision, moi, je l'appelle pas comme ça, tu vois. Et donc, c'est peut-être pour ça comment tu que l'appellerais alors? bah, c'est, je sais pas, du travail d'optimisation. Alors, tu vas me dire que c'est de la prise de décision, parce que je comprends ce que tu veux dire, hein, tu vois, ce que tu as, ah bah oui, mais donc tu décides de travailler là-dessus, donc c'est que tu as pris une décision. Mais pour moi, c'est pas un processus conscient de décision. C'est-à-dire que, en fait, moi, ce que je vais te dire, c'est que la personne, si elle se dit, OK, est-ce que je dois optimiser, tu vois, est-ce que je dois optimiser? Ou alors, est-ce que je dois partir en vacances? Tu vois, pour moi, ça, c'est une décision. Tu vois. Mais donc, pour moi, pour ça, je dis, oui, arrête de te poser des questions, il faut optimiser, donc fais-le, tu vois. Et donc, commence à travailler sur les différents points actionnables. Et c'est là où je pense où on finit par arriver au même résultat, à la même action, qui est dire, OK, bon, bah, tu as un produit en ligne, tu veux faire x2, tu dois faire 20% de trafic en plus, améliore de 10% ta conversion, ensuite tu fais ça et tu fais ça, puis à la fin tu vas faire x2 et tu regardes quels sont les éléments que tu peux faire avancer, blablabla. Donc après, il y a un processus de travail. Pour moi, c'est du travail. Tu vois, c'est pas à chaque truc, tu as une décision en disant tiens, est-ce que je travaille, est-ce que en fait je vais tenter d'améliorer mon nombre de visiteurs? Ou est-ce que je vais tenter d'améliorer mon taux de transformation? Ou est-ce que je vais tenter d'améliorer mes achats d'AdWords? Tu vois, euh, c'est pas une espèce, à chaque fois où tu as une espèce de décision, tu veux dire ah, est-ce que je fais ci, je fais ça, et je prends une décision. Tu vois, donc je pense que c'est une question sémantique où toi, tu dis qu'à la fin, tu travailles sur ces prises de décision. Et moi, je dis qu'en fait, bah, évidemment que c'est un travail que tu dois faire. Et je pense qu'on dit la même chose. C'est juste qu'on ne va pas l'habiller pareil, quoi. Alors c'est certain, c'est, ce que j'évoque aujourd'hui, je l'aurais jamais évoqué de cette manière-là il y a 5 ans. J'ai cherché justement à vraiment en créer une méthodologie et un process. C'est juste ça. Je suis certain que tu prends des décisions et c'est juste que tu le fais de manière inconsciente et tellement naturelle, tu tellement pris Oui, et des que, situations. en fait, peut-être que je rejette la notion de prise de décision parce que je considère qu'une prise de décision, c'est vraiment un moment grave, on va dire, tu vois, où tu t'arrêtes. Tu dis, voilà, est-ce que je m'expatrie, tu vois, enfin, est-ce que je me marie? Est-ce que je fais un 12e enfant? Tu vois? Donc Ouais. là, c'est vraiment les questions que tu te poses.
Alors que si tu te poses 1000 questions par jour, effectivement 35 000 par jour, tu prends 35 000 décisions par jour, bon, bah, c'est des décisions probablement inconscientes et qui, pour moi, ne méritent pas la notion de décision parce que sinon, je deviens fou. Tu vois, si je commence à me dire consciemment, ah, j'ai pris une décision, ah, je prends une décision, ah, ah non, 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 c'est pas possible. Tu vois, donc je pense que c'est une vraie question de sémantique et de savoir, en fait, qu'est-ce qu'une décision. Tu vois, toi, tu dis qu'il y a plein de décisions et tu as raison. Sur le fond, oui. De savoir optimiser, améliorer un process. Donc, tu vas prendre 500 décisions pour savoir comment tu vas l'optimiser. Alors que moi, je vais dire, en fait, non, il y a une décision à prendre, c'est est-ce que tu veux l'optimiser? Tu vois, est-ce que tu vas travailler sur l'optimisation ou alors est-ce que tu vas partir à la pêche, tu vois? Et quand tu travailles sur l'optimisation, ben, pour moi, voilà, tu fais l'optimisation et oui, il y a des trucs à regarder, à faire. Et toi, tu découpes ça en plein, plein, plein de petites décisions à prendre. Et donc, oui, c'est pas faux. Mais on n'a pas la même perspective, en fait. Tu m'autorises à te challenger sur des décisions que tu aurais pu prendre dans ta carrière? Oui, bah vas-y, oui. Ok. Alors, je connais pas. Je Parce que j'aurais dû folder à suite. Non, c'est pas très grave. Ça t'a choqué. Tu t'en souviens encore de cette main? Ah oui, oui, il y a des mains qui m'ont. Bien sûr. C'est des décisions que j'ai prises qui ont eu un Ok. impact, non Majeur. pas sur le résultat, mais sur mon niveau émotionnel et qui ont fait que j'ai changé, j'ai arrêté, quoi. Ok. Quand tu as pris la décision de sortir de Ledger et t'es CEO, Oui. Tu considères que c'est une décision? Ça, c'est une décision, oui. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais nous partager justement quel a été ton processus décisionnel et surtout comment tu as fait pour prendre cette décision? Bah, j'ai pas eu le choix. Donc, ça s'est fait. Déjà, on était contraint par le temps pour tout un tas de raisons. Donc, en gros, j'ai eu 12 heures pour prendre ma décision. C'est pas un processus qui a pris du temps, où j'ai vraiment eu la capacité de partir dans une grotte et réfléchir. Donc, voilà, pour le coup, c'est un processus. Là, c'est une des rares fois dans ma vie où je peux dire que j'ai eu le sentiment d'avoir réfléchi et de m'être posé un certain nombre de questions pour arriver au résultat. C'est-à-dire que je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quelles sont mes priorités personnelles? Comment est-ce que je peux envisager de partir? Qu'est-ce que ça implique pour moi? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais pas faire? Et donc, en fait, c'est un processus de réflexion qui a duré, je sais pas, quelques heures, que j'ai dû alimenter en discutant avec un certain nombre de personnes pour avoir les perspectives de personnes directement impliquées dans cette décision. Et à la fin, je suis arrivé à une décision. Donc là, pour le coup, je me suis posé des questions et ça a duré quelques heures. Et ça a été une des décisions probablement les plus importantes de ma vie. Donc oui, ça n'a pas été instantané, ça a pris quelques heures. Et sur quoi tu t'es basé du coup pour prendre la décision? Bah, je me suis basé sur qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. C'était Là, ça? Ouais. ouais, c'était un vrai changement en fait, complet. Là, je voyais vraiment, tu vois, c'est l'intersection, quoi. Tu vois, tu as un chemin qui part là, tu as un autre chemin. Donc, c'était vraiment un moment extrêmement important, en tout cas tel que je le visualisais, où j'avais le sentiment d'arriver à un embranchement. Il y avait deux portes et j'allais choisir une des portes et ma vie allait changer. Tu vois, dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, c'était deux vies différentes. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire? Voilà, et c'était pas. Enfin, c'était très, très haut niveau, on va dire, la décision que j'ai prise, et basée sur ce que j'attendais de la vie, ce que je voulais faire de ma vie. Donc ça, c'est pour toi le plus important? Enfin, en tout cas, dans cette Ah décision-là, bah oui, c'était oui, oui, tout l'élément à fait, central. c'est bien sûr, parce que là, je savais que c'était une décision qui allait impacter ma vie à long terme, et que donc je devais savoir ce que je voulais faire de ma vie. Est-ce que je voulais continuer à être le CEO d'une boîte, etc., et de continuer à bosser énormément avec tout ce que ça implique, avec toutes les récompenses et tous les sacrifices? Ou alors est-ce que je voulais changer de vie complètement, aller dans l'inconnu total et peut-être avoir plus de temps, de passer avec ma famille, de changer radicalement de vie, quoi. Et comment tu as fait pour répondre à ce point-là? Bah, je me suis demandé qu'est-ce que je préférerais, qu'est-ce qui me serait le moins douloureux, enfin peut-être pas le moins douloureux, parce que c'est pas vrai, j'ai pris l'option la plus douloureuse en fait. Mais je pense qu'est-ce qui à long terme me permettrait d'être le plus heureux. Voilà. Donc j'ai pris une décision qui m'a énormément coûté, ça a été une douleur très forte, mais que en fait j'ai choisi l'inconnu. Voilà. Et je me suis dit à choisir entre une vie où je savais que j'allais devoir bosser comme un chien
parce que ça allait être très difficile, et une vie où je ne savais pas, en me disant tout était possible, et en mode expatriation, tu vois, je change de vie complètement, j'ai choisi la porte de l'inconnu. Donc ça m'a beaucoup coûté, parce que je sais ce que j'ai abandonné et je ne savais pas ce que j'allais trouver. Mais je me suis dit qu'à choisir, j'allais prendre le chaos et l'inconnu. Tu vois. Parce que, évidemment, que si je restais, ça aurait été extrêmement. Ça aurait été une autre forme de douleur. C'est-à-dire que j'aurais dû vraiment retourner la table, me battre, récupérer le contrôle de l'entreprise, virer le board. Parce que c'était une décision en antagonisme, hein, c'était pas une décision simple. Et donc, il y a forcément un certain nombre de paramètres qui étaient là entre deux douleurs, en fait, je pense. Et j'ai choisi celle qui m'apportait le plus d'inconnu, parce que ça correspond plus à mon caractère, en fait, d'ouvrir des portes sans savoir ce qu'il y a derrière. Dans ce que tu dis, je vois une incohérence sur le fait que tu parles beaucoup de prendre une décision en adéquation avec ce que tu veux. Et tout à l'heure, tu partageais le fait que tu as été t'informer autour de toi pour prendre des infos, pour avoir de la data. Par rapport à ces décisions? Ouais. Alors, c'est pour comprendre, en fait, le niveau de difficulté dans lequel j'étais pour reprendre le contrôle de la boîte. C'est-à-dire, j'ai pas demandé qu'est-ce que je dois faire. J'ai été comprendre ce qu'on attendait de moi. Et donc, quelle serait la... Donc, en gros, j'ai discuté avec les membres du board pour comprendre, en fait, quelles étaient leur perception de moi au niveau de l'entreprise, et donc de ce que j'avais en face, en termes d'ennemis, on va dire, de qu'est-ce que j'allais devoir faire pour récupérer le contrôle. Et j'ai compris que ça allait être très difficile, que j'avais une montagne à gravir, qu'il allait falloir que je retourne la table dans le sang, enfin que ça allait être une boucherie, en fait. Et donc... Donc, tu as évalué la difficulté. J'ai évalué probablement la difficulté, mais aussi ce que moi, en fait, je pense que j'ai vu que d'un côté, il y avait une difficulté extrême, que ça allait pas être drôle du tout, et que j'allais devoir faire un jeu politique majeur, et que j'avais pas envie de faire ça, en fait. Ça me plaisait pas. J'avais pas envie d'aller dans une boucherie. Et de l'autre côté, j'avais une inconnue totale, où je savais que j'allais devoir laisser sur la table mon poste de CEO, le fait que j'avais créé la boîte avec tout ça, et que mon agenda, en fait, allait passer d'un agenda rempli à un agenda vide, avec plus de qui je suis, tu vois. C'est-à-dire, je perds tout ce qui faisait moi, quelque part. C'est-à-dire que j'étais le CEO de la boîte, machin, et donc tout ça, je l'abandonnais. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une douleur, parce que c'était pas gratuit d'ouvrir cette porte. Mais je pense que j'ai préféré... Je me suis dit que ça allait être le moins pire, en difficulté probablement, et qu'en plus, c'était une pochette surprise, que je ne savais pas ce qu'il y avait derrière, et que ce serait cool, je me suis dit, en tout cas je me suis persuadé, que c'était bien d'avoir cette chance à, 45 ans, tu vois, de pouvoir reconstruire sa vie à partir de zéro, entre guillemets, tu vois. Et si tu avais estimé que la difficulté était plus basse, Oui, tu penses que tu serais resté? je sais pas. Quelles auraient été les raisons pour lesquelles tu aurais pris la décision de rester? Là, je pense que c'est une question de difficulté. Ouais. Il aurait vraiment fallu qu'elle soit beaucoup plus basse, que finalement, parce que au début, je voulais vraiment rester. Et c'est quand j'ai compris que j'étais face à un mur, Ok. on va dire un mur, à une montagne à escalader, que seulement, parce qu'en fait, 24 heures avant que je prenne ma décision de partir, je me disais en tout cas, et je disais que jamais je ne partirais. Enfin, pour moi, c'était impensable. Ce n'était pas une option. Tu vois, il n'y avait aucune possibilité que je parte. Tu vois, il n'y avait même pas de réflexion, en fait. Et c'est vraiment quand je me suis heurté contre le mur que je me suis dit que non, ça allait être très, très dur. Je me dis, oula, tu vois, donc il y a la possibilité que ça passe pas, tu vois, parce que ça dépendait pas que de moi non plus. Et donc, j'ai commencé un peu à regarder l'autre option que j'avais pas envisagée avant. Puis à un moment, ça finit par être... plus je regardais cette option, plus elle me semblait séduisante. Et je pense qu'au final, elle m'a semblé séduisante parce qu'il y avait une notion de liberté et d'inconnu. Tu vois. Et qu'en tout cas, je me suis persuadé que c'était une porte que je pouvais ouvrir,
Parce qu'il y aura sûrement plein de choses nouvelles qui pouvaient arriver et que cette liberté était peut-être sympa. Ça me fait penser à une chose, c'est le fait que quand on entreprend, souvent, on n'a pas la capacité, surtout quand on commence, on n'a pas la capacité à évaluer la difficulté. Et c'est ce qui fait qu'on fait quelque chose en pensant que c'est facile. Et si on avait su que c'était aussi dur, On l'aurait pas fait, oui. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est sûr. C'est vrai. Donc, mais en fait, plus je réfléchis, parce que moi, je suis peu dans le passé, et je n'ai pas passé beaucoup de temps en fait à réfléchir à cette situation, à ça, pourquoi j'ai fait ça, et si je l'avais pas fait. En fait, j'ai jamais vraiment pensé à ça. Mais je pense qu'une image qu'on pourrait prendre, c'est qu'à un moment, je me suis dit, OK, je suis dans une prison. Tu vois, c'est ma prison, c'est Ledger, c'est ma prison à moi, c'est une prison dorée, mais c'est une prison. Parce que tu n'as absolument aucune liberté, en fait. Hein. Tu es dans un truc et tu peux rien faire. tu le vois. vivais comme ça Non, mais c'est vrai. Ok. Tu vois, je veux dire, je le vivais pas comme si j'étais prisonnier, mais c'était un fait. J'étais prisonnier. Tu vois, mais je l'acceptais. Parce que j'étais pieds et poings liés dans la boîte. Tu vois, je pouvais pas à aucun moment me dire, tiens, je fais autre chose. Tu vois, mais je voulais pas faire autre chose. Donc, j'étais content d'être dans ma prison. Tu vois. Et là, j'ai vu la porte s'est ouverte. Et je me suis dit, j'aurais jamais pensé que cette possibilité existerait, parce que tu prends n'importe quel entrepreneur, et voilà, là, pour ceux qui écoutent, qui sont entrepreneurs, qui sont dans leur prison, tu vois, à pieds et poings liés dans leur boîte, parce qu'ils le veulent bien, je dis pas que c'est pas bien. En tout cas, et là, t'imagines, t'appuies sur un bouton, et tu peux sortir. Et la boîte continue. Parce qu'attention, c'était pas un choix entre la mort, non, c'était un choix entre est-ce que c'est moi qui vais amener la boîte au firmament ou quelqu'un d'autre. Mais la boîte, elle ira au firmament. Tu vois. Donc, c'était très, très différent comme choix. Et donc, imaginez-vous, vous avez votre boîte, votre truc, et là, vous pouvez appuyer sur un bouton, et la boîte, elle continue, elle va aller au firmament, mais vous, page blanche. Charge mentale, 0. Tout est terminé, mais la boîte continue, donc c'est pas genre poubelle, et tu peux refaire autre chose. Tu vois. Mais par contre, t'es plus rien, tu vois. T'es plus la boîte, t'es plus le CEO, t'as plus aucun pouvoir décisionnel, t'as plus de pouvoir, tu vois, tu perds tout, quoi. Voilà. Et je pense que cette question, qui est une question théorique pour beaucoup, bah moi, elle est devenue réelle. C'est-à-dire, j'ai vraiment la porte qui s'est ouverte et j'ai pu la franchir. Et du jour au lendemain, j'avais plus d'agenda, plus rien, plus de pression, rien. Tu vois, terminé. Et Le fait que tu as eu peu de temps pour prendre cette décision, ça bah, a j'avais été- pas le choix déjà. Donc, tu vois, il fallait, parce que en fait, la boîte devait être structurée. On devait, donc, on était dans la seringue. Et donc, cette question, elle est. Je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs, ça peut-être qu'ils se diraient, bah, c'est une option séduisante. Tu vois, c'est. Certes, tu as un coût, mais tu as aussi quelque chose qui s'ouvre. Et là, à la fin, en tout cas, bah, j'ai pris cette décision rapidement. De toute façon, pas trop, j'avais pas le choix, mais bon, finalement, tant mieux, parce que ça aurait été assez horrible, je pense. Et ce qui est certain, c'est que je ne regrette pas cette décision. C'est toujours une déchirure et pour moi un point émotionnel dur, mais je ne regrette pas. Tu vois. Romain, je suis dans une vraie contradiction. Il faut qu'on en parle. Alors, tu sais, tu m'as conseillé, on a échangé l'été dernier, et bon, pour des questions de confidentialité stratégique, je ne vais pas expliquer vraiment, entre guillemets, voilà, ce que tu m'avais conseillé à ce moment-là, mais par contre, là où je veux appuyer, c'est qu'en fait, tu avais mis le doigt sur des meilleures décisions que j'aurais dû faire, que j'aurais dû prendre, et je me retrouve aujourd'hui dans une situation où c'était tellement important pour moi de vivre cette expérience que je t'ai pas écouté. C'est-à-dire que même si tu as pu me permettre de prendre de la hauteur et même que je me rende compte sur le moment que c'était limpide pour moi, je pouvais pas aller dans ton sens et j'ai l'impression qu'en fait, pour me construire en tant qu'homme et entrepreneur, il fallait que je prenne cette décision qui n'était pas celle que tu m'as conseillée, qui était bah oui, celle que je m'étais définie. Donc, avec du recul, je sais que tu avais en tout cas la clé pour peut-être m'aider, mais en même temps, je suis partagé parce que je me dis, ben, aujourd'hui, je t'aurais écouté,
j'aurais pas cette expérience, cette expertise supplémentaire. Donc, comment tu peux répondre à ça? Parce que je suis partagé entre les deux, parce que je sais que tu as raison, et en même temps, parce que je t'ai pas écouté, j'ai raison aussi. Alors, c'est pas le but, raison ou tort, c'est pas un sujet. Mm. Ça, c'est super important. Et la clé, c'est qu'il y a forcément des justifications. Ça peut être une question de maturité, ça peut être une question d'information. Là, quand Eric il partage, et merci hein, Eric pour être transparent, parce que c'est quand même un sujet, comme tu l'évoques, qui est douloureux, enfin que tu as vécu comme douloureux. La clé, c'est pas. En fait, on peut le voir de plusieurs manières. L'idée, c'est de prendre la meilleure décision à l'instant T, mais c'est pas parce qu'on n'a pas pris la bonne décision qu'on peut pas la prendre plus tard. Et au final, bah, maintenant que tu as l'information, tu vas pouvoir justement extraire la valeur de cette situation et prendre la meilleure décision à partir de maintenant. Donc, au final, et là je rejoins 100% Eric, euh, on peut faire des erreurs de prise de décision, à moins que les décisions soient irrévocables. Je présume que la tienne n'était pas possible de refaire un machine Ouais, c'est arrière. irrévocable. Ou alors après, je reviens plusieurs années après, je rachète la boîte à la Steve Jobs, tu vois. Mais c'était pas le. Mm. Enfin, voilà, bref. Mais en tout cas, sur le moment, Ouais. c'était une décision irrévocable avec des conséquences extrêmement importantes à court et moyen et long terme. Donc, ouais, il y a aussi ça. Quelle est la conséquence? Tu risques pas grand-chose de prendre une autre décision. Et moi, je t'ai pas conseillé. Moi, je t'ai challengé. C'est-à-dire, je t'ai ouvert des possibilités. D'ailleurs, ce que j'aurais fait avec toi, Eric, si j'avais été avec Eric, Ouais. j'aurais fait ça. Je l'aurais challengé sur d'autres options. Et si tu fais B, comment ça se serait passé? Parce que c'est ça, souvent, c'est que on manque d'options et on manque de capacité à évaluer chacune de ces options. Et ça s'apprend, c'est de l'entraînement. D'ailleurs, moi, je suis assez confiant, c'est en tout cas ma position et je l'assume, que chaque entrepreneur, si on avait cette démarche de s'investir à faire cet exercice, d'évaluer ses options, bah, ça deviendrait automatique et on améliorerait sa capacité de prise de décision. Et là, bah, ce qui compte, c'est ce que tu as appris. Au final, c'est pas le résultat et c'est ce que tu vas faire de cet apprentissage qui va te permettre d'être un meilleur entrepreneur. On fait que de prendre des mauvaises décisions, constamment. Ouais. C'est utopique de croire qu'on prend, tout le temps des bonnes décisions, c'est l'inverse. On prend majoritairement des mauvaises décisions. Mais la clé, c'est pas, de prendre des bonnes décisions, c'est de transformer les mauvaises décisions pour les convertir en bonnes décisions le plus vite possible. Donc c'est là l'enjeu de l'entrepreneuriat. Mm. Et tu as toute ta vie devant toi pour pouvoir continuer à faire des itérations, hein, ça revient à ça, C'est une bonne itération. nouvelle. Et donc Félicitations. réussir mieux. J'espère avoir toute une vie devant moi. Voilà. J'espère. On lui a mis le doute. Là. Ouais, en tout cas, non, mais c'est bon, c'est hyper intéressant. Moi, je regarde, je me mets un petit peu en spectateur en même temps. C'est que vous avez deux approches différentes et deux succès aussi. C'est des approches sémantiques sont- différentes, je pense. Mais à la fin, je pense qu'on dit la même chose et on fait la même chose. Moi, j'ai juste. Mm. Eric, En moi, tout je cas, le sais déjà. il y a deux choses qui sont sûres, hein, Romain, un petit Ouais. instant, mais c'est que de par, en tout cas, ta manière d'aborder, en tout cas, ce qu'on appelle des prises de décision, bah, ça t'a réussi. C'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui. Dans ton parcours entrepreneurial, c'est une certitude. Moi aussi, je témoigne, en tout cas, pour Romain. Je sais que beaucoup de personnes, entrepreneurs, font appel à toi et de façon continue. Donc moi, c'est comme ça aussi que je t'ai connu indirectement, c'est parce que je sais un petit peu, je suis entouré de pas mal d'entrepreneurs qui me font confiance à Dubaï, des personnes qui réussissent dans les affaires et qui font appel à toi mois après mois. Donc ils ont en tout cas, je pense, un intérêt à ce que ça dure. Ils doivent en tout cas y trouver fortement des bénéfices à travailler ce processus d'optimisation de décision. Alors, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, le fait que ça marche, ben, on entend de plus en plus parler de nous. Non, dans le sens où, pour moi, tu vois, ça reste une anomalie. Je comprends pas quand j'arrive dans un mastermind de 70 personnes, parce que j'interviens dans plusieurs masterminds où je suis participant même, sur certains, et que, en fait, c'est tous des multimillionnaires qui ont fait vraiment des réussites intéressantes Mm. et qui sont quasiment pas mentorés. Il y en a 2-3 qui sont mentorés. Personne ne s'intéresse à la prise de décision. Pour moi, ça, c'est une anomalie. D'autant plus que là, si on reprend l'exemple d'Eric, si on se retrouve confronté à une situation d'urgence aussi importante avec des enjeux, avec des conséquences aussi importantes et qu'on s'aperçoit qu'en fait, on s'est trompé d'évaluation parce que finalement, Eric, tu pensais que la difficulté était plus basse
avant que tu réfléchisses, une fois que tu as analysé la situation, tu t'aperçois qu'en fait, tu avais fait une erreur d'estimation. Tu l'aurais fait 5 mois plus tôt. Alors, c'est facile hein, de refaire avec du conditionnel, hein, on est d'accord. Mais tu aurais eu cette démarche 5 mois plus tôt, peut-être que tu aurais anticipé la difficulté, elle était moins grande et tu aurais pu prendre des décisions pour qu'à cet instant T-là, tes Non, mais difficultés soient plus ce basses. qui est vrai, c'est que je me suis pas rendu compte de ce qui se passait et que je me suis fait rouler dans la farine. Heu je m'en suis arrivé trop tard et donc c'était trop tard, en fait. La difficulté était trop haute et donc si j'avais été moins naïf, et avec un mindset différent, peut-être que j'aurais vu les choses et que j'aurais pu effectivement empêcher que cette situation, se passe. La vérité, c'est que le jour où c'est arrivé, en fait, la messe était dite. Il a juste fallu que je l'accepte, tu vois? Parce que sinon, oui, OK, j'aurais toujours pu retourner la table, mais enfin, ça aurait été une boucherie catastrophique et peut-être pas la meilleure chose pour l'entreprise, tu vois? Parce que ça aurait peut-être tué la boîte, tu vois? Donc c'était un risque aussi très, très, difficile à prendre. Donc oui, tu as raison, c'était avant, qu'il aurait fallu faire quelque chose. Et là, je refais le lien. C'est pour ça que je trouve ça puissant, ces histoires de variables. C'est que ça permet de se focaliser sur c'est quoi les critères, les éléments clés de la problématique à laquelle on est confronté. Et je suis persuadé que conscientiser la résolution de problèmes et la prise de décision favorise la qualité de la décision, puisque du coup, on anticipe et on se retrouve beaucoup moins dans des situations où on est confronté à ah mince, j'avais pas vu en fait cette difficulté, j'avais pas vu ce problème-là. Et du coup, à se retrouver finalement à une non-décision, parce que moi, c'est ça qui m'a marqué, Eric, c'est que la première chose que tu as dit quand tu as partagé ton expérience, c'était que tu avais pas le choix. J'avais pas le choix de prendre une décision rapide. Ouais, C'est ça. bah, ouais, Mais à la fin, c'était un non-choix, je suis d'accord, parce que enfin, on a toujours le choix, mais heu, c'était une évidence. bah, disons que l'autre option qui était de retourner la table aurait pu, tuer la boîte. C'est-à-dire que c'était très dangereux, tu vois? Et j'avais aussi une responsabilité de pas foutre en l'air la boîte. J'avais pas envie de casser mon jouet, tu vois? En disant: «Je boude, je casse mon jouet». Donc il fallait aussi que j'ai une approche responsable et j'ai choisi, en fait, bah, comme, l'image qu'ont pris les membres du board, c'est que je suis tombé sur mon épée, tu vois? Et on m'a dit que j'avais fait le choix noble et cetera, tu vois? Donc bon, peut-être parce que ça arrangeait tout le monde et qu'il fallait bien habiller les choses. Mais en Tu tout penses cas, tu penses qu'ils ont dit ça pour, non, je pense pas parce que je pense que c'est vrai, en fait. ouais. Tu vois? Je suis tombé sur mon épée, c'est vrai. Parce que j'aurais pu retourner la table et donc ils m'ont remercié de pas retourner la table, tu vois? Donc je pense qu'ils ont compris que j'avais fait c'était pas facile pour moi et que j'avais fait un choix difficile, même si à la fin, oui, c'était un non-choix. Mais le vrai sujet, enfin, tu as raison, c'est qu'il aurait fallu que je voie ça avant et donc j'ai pas été assez paranoïaque, tu vois? Parce que là, c'est pas une question de variable sur une problématique que je ne pensais qui n'existait pas, en fait. Tu vois? Je la voyais même pas cette problématique, qui est un calife, coulée de On en calife, revient sur le sujet de bien donc identifier ces ouais, mais problèmes. c'est sûr, mais c'est simplement je le voyais pas et que c'était pas un sujet, tu vois? C'était pas un sujet opérationnel, c'était pas un sujet de croissance, enfin, tu vois? C'était complètement en dehors de mon champ de vision et d'analyse et donc je pour moi, c'était un manque de paranoïa. Mais depuis, ça va, je suis devenu paranoïaque. Donc ça va, tu vois, on apprend. Et comment tu fais, pour partager justement toute cette expertise quand tu conseilles et coaches des Ça, j'en entrepreneurs? sais rien. Enfin, c'est-à-dire comment je fais? Bah, pour, Bah, je justement puise dans mon expérience. tu vois, Je sais pas si c'est ça la ouais, réponse tu que fon tu attends, mais je puise dans mon expérience. En fait, et c'est beaucoup plus facile pour moi quand j'entends des problématiques, même pour toi qui as l'expérience. En fait, c'est l'expérience qui fait quand tu entends des problématiques, tu es déjà capable de comprendre que c'est peut-être pas la bonne problématique ou d'aider la personne à bien la 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 vocaliser, enfin la dire, ouais. la mettre en parole. Heu, mais en fait, je m'aperçois quand même beaucoup que le métier qu'on fait, de coaching, c'est vraiment d'aider les gens à bien, réussir à voir leurs problématiques, plutôt ça et que souvent la réponse est dans la question. Ouais, en fait, on les accompagne pour voir des évidences. Moi, c'est quand même assez rare, dans les coachings que je fais, de trouver des solutions sorties d'un chapeau en mode waouh, tu vois? Heu, enfin, souvent, c'est des évidences. En général, je ne l'avais pas pensé. Enfin, c'est des trucs qui sont assez évidents. Tu vois, il n'y a pas de tour de magie, de trucs incroyables, techniques. C'est souvent, tu dis, bah, pourquoi tu fais pas comme ça? Ah, bah ouais, oui, effectivement, pourquoi je fais pas comme ça, quoi? Tu vois? Et je pense que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que, un, on a suffisamment d'expérience
pour pouvoir prendre du recul. Et 2, et ça, je pense que c'est vraiment un point essentiel du coaching, c'est que, en tout cas, moi, j'ai suffisamment de légitimité pour que quand je dis quelque chose, on m'écoute. Tu vois? Et je pense que c'est ça qui fait la différence parfois, parce que je pense pas dire des choses plus intelligentes que d'autres, tu vois? Parce que souvent, à la fin, c'est quand même des remarques assez basiques, si tu réfléchis dans la grandeur des choses. Et c'est juste parce que c'est moi qui le dis que les gens écoutent, ils disent ah ouais, d'accord, il a raison, je vais faire comme ça, et que les gens implémentent finalement des solutions que eux-mêmes connaissaient déjà, mais qui prennent une certaine forme d'évidence parce qu'elle leur est amenée de la bonne manière. Tu vois? Alors moi, j'ai une théorie à te proposer pour expliquer ça. Ouais. C'est la même que ta situation avec le CEO. C'est-à-dire que quand tu dis en fonction de la manière dont tu vas le partager, ça va pas être pris de la même manière. Et donc là, on revient sur ce concept de variable. On peut avoir les bons facteurs, mais on peut, par exemple, prioriser euh, le facteur A plutôt que le C. Et toi, tu vas te concentrer sur le C parce que tu sais que c'est celui-là qui est clé. Mhm. Et tu vas lui donner l'information qu'il n'avait pas, qui lui manquait, qui va lui permettre de boucler son puzzle et de se dire ah, ça y est, j'ai compris, il faut que je fasse ça. Oui. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Mm. Donc, souvent, c'est du bon sens. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que ce que je fais en tant que coach, enfin, moi, je suis pas coach, hein, je n'ai aucune certification, rien. Hein, C'est pareil. je veux dire, j'utilise des mots que je comprends pas, en fait. Et, et j'ai souvent l'impression de faire preuve de bon sens. Tu vois? C'est-à-dire que quand quelqu'un explique un truc, tu dis voilà, et peut-être que oui, avec l'expérience et le bon recul, tu permets de reformuler les choses d'une bonne façon, qui va être beaucoup plus claire, aider la personne à résoudre son puzzle parce qu'elle aura une vision plus simple des choses. Mais en tout cas, j'ai pas du tout l'impression de faire un travail technique, d'arriver à mettre le doigt sur vraiment des process et dire ah machin, tu vois, dans ton tunnel de vente, regarde, tu as telle variable, là, c'est une anomalie. Et... Non, moi, je fais pas ça. Tu vois. Et alors, ça peut peut-être arriver, mais c'est très rare. Mais la plupart du temps, moi, j'ai l'impression de. Ouais, juste d'aider les gens à réfléchir, en fait. Et tu vois, Maxime, c'est la raison, en tout cas, moi, je l'explique comme ça, sur le fait que tu as fait un choix différent de discussion. Mm. C'est que les propositions que je te faisais te parlaient pas. Parce qu'il te manquait des éléments du puzzle. Et maintenant, tu les as parce que justement, tu as vécu l'expérience et tu as eu la situation qui t'a amené dans cette difficulté. Ouais, des fois, tu Ouais. as peut-être envie de te mettre dans la merde. Tu vois, tu Ouais. as peut-être envie d'aller chercher ce truc-là parce Il y a que un souvent, on côté- fait des choix parce qu'on a envie, même si tu sais inconsciemment que c'est pas forcément la meilleure solution, que tu t'es bof, et que peut-être tu savais très bien qu'il avait, en tout cas, que parmi les choix qu'il t'avait donnés, il y en a un qui était peut-être mieux que l'autre à long terme, mais que l'autre, c'était trop séduisant et tu avais besoin de te confronter au réel et de te prendre une gamelle. Parce Ouais. qu'on a aussi parfois ce besoin irrépressible d'aller faire des choses qui sont pas les plus raisonnables, tu vois. Parce que ça, c'est... pourquoi est-ce que l'enfant, il sait que le feu, ça brûle, mais il va quand même toucher? Tu vois, il est sûr. On lui a dit, il ne faut pas toucher. Mais il va le toucher quand même. Et c'est systématique, il le fera tout le temps. Tu vois, il va se brûler, et puis bon, ok, là, c'est bon. Tu vois, je pense que c'est humain. Mais j'ai envie de dire, c'est normal. Hein. Je vais te donner un exemple concret, parce que tu parlais de recrutement. Moi, je réfléchis vraiment, alors bateau, hein, entrepreneur, tu commences à avoir du revenu, tu commences à recruter. Je me mets, essayer de vous mettre à la place de n'importe quel entrepreneur, voilà, qui fait ses 10 000 euros par mois. Ça paraît logique qu'il va essayer d'être recruté à 2 3 000 euros par mois. C'est-à-dire avoir un profil d'une personne qui va venir l'aider, qui ne sera pas un profil expérimenté. Tu vois, tu me parles de certains profils qui vont être peut-être avec des salaires beaucoup plus importants. Et pourtant, sans passer par cette case et par cet emploi qui peut-être va avoir certaines limites, en tout cas, il ne pourra pas envisager l'emploi avec une personne qui aurait un salaire quasiment pareil que le sien. Donc, tu vois, c'est par rapport au recrutement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est pour moi, en tout cas, une étape obligatoire. Un entrepreneur doit se confronter au fait de recruter des personnes dont il comprend l'intérêt de payer beaucoup plus cher par la suite. Ça, c'est des erreurs de décision. On en revient sur les variables. La personne qui prend cette décision, elle se concentre sur la variable financière qui est je veux payer le moins cher possible. Donc en fait, il Moins est que pas. moi. Hein Ou moins que moi. Ouais. Mais comment ne pas faire cette erreur? Parce qu'encore une fois, je veux dire, comment ne pas au moins essayer? Parce que il y a quand même un enjeu, c'est de se dire, à l'année, en masse salariale, tu recrutes quelqu'un à 2 000 ou à 6 000, c'est pas pareil.
Donc, mets-toi à la place de quelqu'un c'est qui l'expérience. Mais commence. oui, c'est vrai que. On parle d'expérience, mais comment ne pas Bah, au moins toucher en se disant peut-être que ça passe à 2000. ouais, mais je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se font coacher et qui font pas tout le temps ce qu'on leur dit de faire parce qu'ils savent, même s'ils savent que oui, Mm. t'as probablement raison, mais je vais pas le faire parce Non, que tu as envie d'expérimenter Mm. par toi-même. Tu vois, tu vois que l'enjeu et c'est une d'ailleurs, question de financier est discipline. tellement aussi important et nous aussi Et que je tu es obligé de toucher toi-même. pense que tout le monde n'a pas la discipline en fait de faire les choses qui sont sur le papier les plus logiques Mm. parce que tu arrives toujours à te convaincre du contraire. Tu vois. Ah, Que même si on te dit de pas le faire, bah, tu vas le faire quand même. je le vois. Alors, c'est un débat super intéressant, mais je le vois pas du tout comme la discipline. Je prends l'exemple du régime. Tout le monde sait aujourd'hui que manger des burgers et des frites, c'est pas adapté pour perdre du poids. Pourtant, ça veut pas dire que ceux qui ont cette démarche, cette ambition de perdre du poids, vont pas se retrouver à à prendre la mauvaise décision et manger des burgers. Et je l'associe pas à une discipline, je l'associe à Ça dépend s'ils le font une fois par mois ou s'ils le font tous les jours. Tu vois, c'est pas le même niveau oui, de, oui, de- mais régulièrement, une fois par semaine, par Oui. exemple. Et sur l'incapacité à une personne à vouloir perdre du poids et ne pas en perdre, c'est pas une question de discipline, c'est une question que l'objectif qu'elle s'est fixé de perdre du poids est un objectif idéalisé, mais pas réel. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment envie de perdre du poids, il s'est dit ce serait cool, pour plein de raisons différentes, et il le fait pas. Et d'ailleurs, Mm. ça s'est démontré par certaines études sociales, comme par exemple les alcooliques anonymes pour l'alcool et la drogue, qui est justement, aujourd'hui c'est très bien documenté avec c'est quoi, c'est les triple A, enfin je me souviens plus le nom de, de cette communauté qui a permis, qui a un meilleur taux de succès. Il faudrait le regarder sur internet comment ça s'appelle, qui a un meilleur taux de succès que les centres de désintox. Et donc, comment ça se fait qu'un centre de désintox spécialisé pour ça réussit pas à atteindre un objectif comme cette communauté-là? Et ce qui a été démontré, c'est qu'il y a un élément, donc une variable centrale qui rentre en jeu, qui est la religion. Et en fait, ce côté croyance où la personne s'engage, elle a l'impression justement qu'elle a une mission qui est plus haute qu'elle-même, qui la dépasse, elle doit respecter ça, et donc elle réussit à sortir de cet état alcoolique. Et au final, on en revient sur le sens, quel est le sens et la raison pour laquelle on fait les choses, qui est un élément dans la prise de décision. Et parfois, on se ment à soi-même, on se dit j'ai envie de réussir mon entreprise, alors qu'en fait, on n'a pas vraiment envie de réussir l'entreprise, on veut le faire pour d'autres raisons. Et ces raisons ne justifient pas cette discipline. Ça, pour moi, c'est vraiment plus ça que le fait de faire quelque chose de manière mécanique et la difficulté de le faire. Donc ouais, quand on a discuté, Maxime, c'est juste que les informations que je t'ai apportées t'ont pas suffi pour pouvoir te dire que c'était plus pertinent de prendre une autre option. C'est possible. Mais en tout cas, à ton niveau, tu ne pouvais pas m'amener ces choses-là. Peut-être que l'élément manquant qui m'aurait permis de prendre une autre décision, c'était pas ton rôle, c'est pas à toi de l'avoir, sans connaître mon activité. Donc, en tout cas, de ton côté, tu as fait le maximum. C'était quelque chose qui était assez relevant quand tu es intervenu. Bon, alors je pense que ça aurait été possible en passant une dizaine d'heures. Voilà, donc c'est une question de temps et d'investissement. Oui, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a quand même de la valeur créée. Parce que de toute façon, et c'est ça le but, c'est de faire gagner du temps aux gens. Ouais. En fait, c'est d'éviter soit de faire des erreurs ou de se rendre compte d'un certain nombre de choses et tu gagnes du temps et donc tu gagnes de la valeur. Et à la fin, c'est ce qui compte. Mais ça peut pas non plus, on peut pas idéaliser le coaching en disant, de toute façon, Ouais. tout va se passer de façon incroyable parce qu'il y a le facteur humain. Et c'est vrai que parfois, comme tu le dis justement, le sens et la raison pour laquelle on prend des décisions, on fait les choses, si c'est pas les bonnes, à la fin, quoi que tu fasses, ça pourra pas fonctionner. Parce que, par exemple, si tu veux être entrepreneur juste parce que tu veux devenir riche, tu n'y arriveras pas. Tu n'auras pas cette discipline parce qu'à un moment, tu diras, non, je préfère rester au lit. Avec Xavier Niel, je crois, il marche comme ça. Comment ? Je crois que Xavier Niel, il le dit, c'est son moteur. Ah ouais. Je crois. L'argent ? Ouais, je crois qu'il Je avait. crois pas, non. Ah ouais ? Non. Enfin, peut-être plus maintenant, mais Non. je me souviens qu'il en avait évidemment parlé. que l'argent a un sens et que tu. Mais lui, en fait, il avait. Je pense qu'il avait d'autres moteurs. Mais tu peux pas. C'est tellement dur que si c'est juste pour gagner de l'argent. Ou alors, je sais pas, peut-être que tu étais une religion de l'argent, tu vois. C'est un truc tellement incroyable que ça dépasse tout. Mais
pour la plupart des gens qui disent juste « je veux la liberté financière », Il y a des chemins plus courts. en fait, ouais, et puis ils sont pas prêts à abandonner leur liberté, justement. Parce qu'en fait, ils ont peut-être une liberté financière, mais ils n'ont plus de liberté. Ouais. Parce qu'encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est une prison dorée. C'est ta prison. Tu vois, et donc, si tu n'as pas une espèce de raison fondamentale qui te pousse à entreprendre, à soulever les montagnes, à aller chercher toutes ces difficultés et de les résoudre un par un, tu n'as pas une vraie puissance derrière qui te donne cette force. C'est la raison pour laquelle tu n'as jamais envisagé de refaire un Ledger bis, mais dans une autre boîte, dans une autre activité? Ah bah oui, parce que moi, je me suis dit, c'est trop dur. Honnêtement, maintenant, je sais à quel point c'est dur. Quand je revois tout le parcours de Ledger et tout ce qu'il a fallu faire pour en arriver là, en fait, ça me paralyse. Tu vois, Ouais. je me dis, ah non, je ne veux pas revivre ça. C'était trop dur, trop dur. Et en plus, j'ai pas cette ambition. En fait, moi, mon moteur, c'était de prouver au monde que j'étais capable de faire quelque chose de grand. Tu vois, et j'estime, à tort ou à raison, mais en tout cas dans mon propre univers, que j'ai rempli ça. Tu vois, et je suis arrivé au bout. Et que donc, je vais m'emmerder, je ne vais pas aller guérir le cancer. Enfin, tu vois, je ne vais pas envoyer des fusées vers Mars. En fait, j'ai compris avec le succès de Ledger que je n'étais pas Elon Musk, tu vois. Que voilà, c'est bon, j'avais atteint, en fait, je sais pas, c'est pas ma limite, c'est pas le sujet, mais en fait, mon moteur, voilà, il s'est arrêté. Parce que j'ai atteint mon objectif, ce qui n'était pas forcément une bonne nouvelle. Hein. Parce que quand tu vois, c'est un moment un peu difficile. Mais donc maintenant, tu vois, je me dis pas que je vais faire 1 milliard, 10 milliards. M'en fous. Tu vois, je fais des trucs que j'aime. Et c'est pour ça que je fais des masterminds et puis que les gens m'interpellent en disant « Mais Eric, mais qu'est-ce que... Tu vois, tu as fait une licorne, tu pèses des centaines de millions, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes à faire des masterminds on dirait un influx voleur de Dubaï. » Genre, c'est ce qu'on me dit texto, quoi. En fait, c'est juste parce que j'ai envie, quoi. Moi, je trouve ça super de créer de la valeur, d'aider les entrepreneurs à se développer. Enfin, tu vois, ça me fait plaisir. Et donc, oui, c'est sûr que c'est pas ce qu'on pourrait peut-être attendre d'un gars qui a fait une licorne et que je pourrais être en train de créer une décacorne ou je sais pas quoi, tu vois. Que non, je fais mon petit business de mastermind et de trucs et je fais des contenus, des vidéos sur Internet, tu vois. Mais parce que j'ai envie de le faire. Tu vois. Et aujourd'hui, je fais ce que je veux et c'est ça qui me motive de faire les trucs qui me font marrer. Parce que de toute façon, il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas rester sans rien faire. Mais comme aujourd'hui, mon facteur de décision, justement, c'est ce que ça me coûte en charge mentale. En fait, toutes les décisions que je prends, je les analyse par rapport au coût en charge mentale. Et donc, si ça me crée de la charge mentale, je ne le fais pas. Donc là, quand même. Ouais. Donc c'est juste inconscient. Oui, non, mais ça, je l'ai été. Enfin, donc, c'est sur des décisions un peu au niveau, pas chaque décision à chaque minute, mais ouais. Parce qu'en fait, il y a plein d'opportunités partout qui sont là. Tu vois, je pourrais faire plein de choses. Et mon critère de choix, c'est par rapport à la charge mentale. Faire quelque chose qui va me rajouter de la charge mentale, c'est-à-dire prendre une décision qui va m'obliger dans le futur à rendre des comptes ou avoir des responsabilités à moyen terme. À court terme, ok, parce que ça, je ne fais pas. Et je ne fais pas parce que, en fait, ma réussite m'a apporté quelque chose de plus précieux. Ce n'est pas l'argent, même si c'est l'argent qui contribue, c'est la capacité de pouvoir dire non. Donc ta liberté. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, mais cette liberté, c'est quoi? C'est la capacité de pouvoir dire non. Ça, c'est une bonne définition de la liberté. Ouais, la capacité de pouvoir dire non. J'ai le luxe de dire non. Tu vois, parce que des fois, tu n'as pas le choix. Enfin, c'est pas que tu n'as pas le choix, c'est juste, ok, je vais le faire parce que tu vois, bien sûr. Et non, je dis non. Non. Parce que en fait, je m'en fous. Tu vois, il ne va rien se passer. Et aujourd'hui, je peux le faire. Qu'avant, non. Je dis oui, bien sûr. Et c'est ça, la vraie liberté. En tout cas, ça peut être une des définitions de la liberté, c'est la capacité de dire non. Et donc, de protéger sa charge mentale. Et ça, c'est super. Merci à tous les deux. Merci de votre présence. Merci en tout cas, je suis très content de pouvoir partager ces 2 prochains jours avec vous pour ce mastermind. Et voilà, on va se régaler, on va s'éclater. Ça va être génial. Et j'espère en tout cas qu'on va pouvoir apporter plein de perspectives supplémentaires à ces entrepreneurs qui réfléchissent à comment développer leurs affaires au mieux. Merci encore, tous les deux. Merci. Merci Eric, merci Maxime. Ciao. À bientôt. Woke up today, smile on my face, may not go my way, still got my face, so I'll be okay.
be okay, I'll be okay. Running our race, just at our pace. Made some mistakes, but learned a few things, so I'll be okay.